Luc, les Jeux Olympiques approchent. On va recevoir, comme tu le sais, et comme tout le monde le sait, puisqu'on ne parle quasiment maintenant plus que de ça, Paris va recevoir les Jeux Olympiques 2024. On en a énormément parlé entre les sujets d'organisation, les sujets immobiliers, les sujets de cybersécurité, les sujets politico-organisationnels, machin. Aujourd'hui, on voulait faire un petit épisode sur les business et les opportunités liées au démarrage des Jeux Olympiques, et puis creuser un petit peu dans qu'est-ce que ça va réellement rapporter. Est-ce que ces JO vont être rentables pour la France, pour les business? Comment ça va se passer? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Il semblerait que tu aies quelques datas intéressantes sur le sujet. Ouais, c'est un événement qui est à la fois hyper intéressant parce que très médiatisé. Il y a une sorte de bashing des JO en France qui a lieu, mais d'ailleurs, je ne sais pas s'il a lieu dans tous les pays ou pas. Ce qui est sûr, c'est que les JO sont sujets à de nombreuses polémiques, quels que soient les pays. Et certaines fois, les Français d'ailleurs font des polémiques sur les JO organisés dans d'autres pays. Et certaines fois, à juste titre, parce que ce soit à Londres, je crois, ou à Rio, eh bien, il y avait de très, très nombreuses installations qui ont coûté des milliards et des milliards et des milliards, qui finalement, aujourd'hui, sont laissées à l'abandon. Enfin, le but de cet épisode, c'est bien entendu de ne pas polémiquer, de partager des datas intéressantes. En termes de données, de stats que je peux donner, sur les Jeux de Rio 2016 et de Tokyo de 2020, eh bien, il y a eu plus de 3 milliards de téléspectateurs chacun, en tout, donc ce qui est assez monumental. On s'attend plutôt à des chiffres plus ou moins similaires pour les Jeux de Paris. Et ce qui est super intéressant à regarder, je trouve, selon moi, c'est de se rendre compte à quel point il y a un énorme business qui n'est pas en train de se développer, puisqu'il existe depuis toujours. Ça va être les publicités, notamment à la télé. De par ces événements-là, il y a une sorte de leitmotiv qui revient depuis 5 à 10 ans, les personnes qui pensent que la télé va mourir au profit d'Internet, ce qui est pas totalement faux quand on regarde j'ai les stats de Statista, je vous mettrai le lien directement dans la description, mais qui montrent un peu l'évolution, que ce soit des revenus générés par la télé contre les revenus générés sur les vidéos sur Internet. Sur 2017, je n'ai pas ces datas. Très bizarre, les datas ne sont plus accessibles maintenant. Bon, je mettrai le lien, c'est ça juste après, mais on voit qu'il y a une 2007-2029, 2007-2024, pardon. Ce qui est très intéressant, c'est que il y a une stabilité au niveau du revenu généré par la télé. Par contre, une croissance exponentielle des revenus générés par vidéo. Mais pour ces JO, la chaîne américaine qui a obtenu la licence, en l'occurrence la chaîne NBCU, eh bien, ont déjà signé pour plus de 1,2 milliard de dollars d'ad, avec de publicité, avec plus de 350 millions qui proviennent de nouveaux annonceurs. Donc, on voit quand même que c'est une machine à cash super intéressante. Et puis derrière, bien entendu, les nombreux services de streaming commencent à augmenter leur prix petit à petit. Il y a justement le NBCU qui augmente les prix des abonnements avant les matchs. On a eu ça avec l'euro, mais surtout avant les Jeux Olympiques, qui vont augmenter de 2 dollars pour atteindre 16,99 dollars par mois. Et les abonnements sans publicité qui passeront à 13,99 $. Et donc, pas mal de chaînes, justement, qui s'adaptent à cette augmentation, ce pic d'audience qui est prévu, et donc qui en profitent pour augmenter leurs chiffres. Et d'ailleurs, ce qui est hyper intéressant, c'est que les JO ont lieu l'été. L'été, c'est une période qui est généralement plutôt vide d'un point de vue espace publicitaire pour les médias, ou du moins vachement en décroissance par rapport aux autres périodes de l'année. Et là, du coup, ça va leur permettre justement d'avoir des chiffres records, et donc d'avoir beaucoup plus de CA très certainement sur cette année 2024. Donc voilà, déjà, ça peut être un débat intéressant que l'on peut lancer, c'est de se rendre compte, après toutes ces datas, que finalement, même si on prédit la fin de la télé pour les vidéos en ligne, que lorsqu'il s'agit d'événements politiques, que lorsqu'il s'agit d'événements sportifs, que ce soit l'Euro ou bien les Jeux Olympiques, eh bien, on est tous devant sa télé. À la fin de la journée, eh bien, on réunit, c'est quelque chose d'assez familial, on se réunit dans un bar, dans un restaurant ou que sais-je, et puis on regarde tous la télé pour ça. Donc peut-être justement cet aspect de fin de la télévision et fin du business model aussi qui en découle à relativiser. C'est très drôle, si tu veux, de se rendre compte d'une chose, c'est que la télé
est devenu quasiment un marqueur culturel, si tu veux. Quand moi j'étais gamin, la télé c'était pour tout, tu vois. C'était, on regardait les films, on regardait les séries, on regardait le 20h, les infos, on regardait tout ça. Et évidemment, on regardait les grands événements culturels qui n'étaient qu'à la télé. Le foot, l'Euro, la Coupe du Monde, et puis le foot, les championnats voilà, du week-end. Les JO. Et éventuellement, moi, j'ai jamais regardé, mais tu vois, l'Eurovision, ce genre de truc. Et tout ce qui est, en effet, tu l'as dit tout à l'heure, débat politique, les présidentielles, l'annonce des résultats, machin. Je dois en oublier, mais globalement, ces grands moments, tu vois, où tu es en famille, machin, et ainsi de suite. Et en fait, petit à petit, tout ce qui est contenu à la va-vite s'est fait défoncer, à mon avis. Enfin, je suis quasiment sûr. Il y a beaucoup moins de gens qui regardent le 20h. Il y a beaucoup moins de gens qui regardent les séries télévisées, tu vois, pas terribles de TF1. Il y a beaucoup moins de gens qui regardent des films à la télé, puisque tu peux les avoir quand tu veux en streaming. Par contre, ces grands événements où la télé a encore un vrai savoir-faire, c'est-à-dire envoyer des journalistes, envoyer des caméras, mettre en place des setups pour du direct et tout ça, ça, on n'arrive pas à l'enlever à la télé. Et c'est pas, si tu veux, Internet maintenant est là depuis plus de 20 ans. Internet, depuis plus de 20 ans, on va dire depuis 25 ans, de manière générale, grappille petit à petit des parts de marché de pub à la télé. Mais en fait, la télé, certes, n'est pas en croissance, mais survit et survit quand même avec des volumes qui sont hyper intéressants parce que la télé garde la primauté du direct et de l'événement, du grand événement. Tu vois, quand Amazon a repris la Ligue 1, ça marche moins bien que quand Canal+ avait la Ligue 1. C'est un exemple, mais il y en a d'autres. Mais Après, à relativiser, parce qu'aujourd'hui, certes, aujourd'hui, la télé a perdu énormément de parts de marché sur pas mal de contenus divertissants. Aujourd'hui, le live, comme tu le dis, fait aujourd'hui que la télé marche. Mais quand tu vois des événements comme le GP Explorer qui se passe 100% en ligne, et d'autres événements en direct avec tout ce qui se passe sur Twitch, mais de plus en plus aussi de journalistes qui font des lives sur du YouTube, sur du Twitter, sur de l'Instagram, qui permettent justement de montrer en direct les manifestations, ou d'ailleurs les manifestations politiques ou sportives. Bon, bah, ça permet quand même de relativiser un poil ce constat. oui, mais si tu mets de côté, alors le GP Explorer, hyper stylé, mais si tu mets de côté ces quelques événements-là, tu vois, par exemple, le GP Explorer a coûté, si je dis pas de bêtises, 4 ou 5 millions au groupe de youtubeurs, ce qui était pour eux un projet démesuré, pharaonique, et c'est normal et c'est génial, ça a été méga bien organisé, top. Il faut se rendre compte que je pense que chaque match de Ligue 1 coûte entre 4 et 5 millions, et il y en a 10 par week-end. Tu vois, la télé a encore cette force de frappe, ces équipes, cet orga pour être capable de faire du volume sur du live. Tu vois, je suis pas sûr que demain, un groupe d'influenceurs puisse couvrir Nantes-Auxerre, tu vois, Nantes-Auxerre le samedi soir, et pas le faire de manière régulière. Je pense que la télé, enfin, moi, mon analyse, je ne crois pas du tout en la télé de base, mais je pense que la télé va réussir pendant encore une longue période à garder une chose, c'est ces grands événements. Et le deuxième truc, c'est qu'aussi, peut-être que ce qui va se passer à un moment, et ce qu'on commence à voir, c'est que les chaînes télé, encore une fois, ce ne sera plus forcément la télé au sens, le système de télévision, tu vois, avec les chaînes classiques et l'antenne et tout le truc là, mais les chaînes de télé vont se remanier en créateurs de contenu live que peut-être demain, ils partageront sur Twitch, ou ils partageront sur des plateformes privées, ou ils partageront ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, on voit que petit à petit, moi par exemple, mon père ne regarde quasiment, enfin, il continue à regarder des chaînes télé, du TF1, du machin, mais il les regarde en ligne. C'est-à-dire que la télé, au sens l'objet, il l'utilise pas forcément tout le temps. Il peut le regarder sur son ordi, sur son machin, et donc voilà, mais il est toujours affilié aux chaînes télé. Et donc je pense qu'il va falloir faire aussi un moment un distinguo entre la télé qui est un outil, et qui d'ailleurs, moi, je regarde pas la télé, mais j'utilise tous les jours la télé pour m'en faire un second écran. Si je veux regarder une vidéo sur YouTube, pour, tu vois, en mode Smart TV.
Et à l'inverse, la télé au sens, les entreprises de télé, les TF1, les Canal+, les machins, et tout ce que tu veux, qui vont devenir des super producteurs de contenu, à mon avis, parce qu'ils ont la capacité technique de mettre en place des grands shows. 100%. Alors là, pour le coup, je te rejoins à 1000% sur tout ça. Ce distinguo, je pense, qui est essentiel. Je pense que de plus en plus, on va voir les chaînes d'infos en continu arriver sur YouTube en continu. Le seul point bloquant aujourd'hui, c'est on voit que la publicité à la télé quand même rémunère vachement mieux que l'ADS sur YouTube. C'est quand même un ordre de grandeur totalement différent. Cependant, on voit aussi à quel point les placements de produits peuvent rapporter énormément, énormément, énormément. Et donc, on peut très bien juste imaginer, puisque aujourd'hui, du coup, c'est une question à la fois de volume, parce qu'il n'y a peut-être pas suffisamment de personnes qui sont sur du live sur BFM TV, là où peut-être dans les heures de grande écoute, on peut avoir plusieurs millions de personnes en live. Je crois, je ne connais pas exactement les chiffres, mais sur ces chaînes. Pour te donner un ordre d'idée, je crois que la finale de Coupe du Monde, c'était plus d'1 milliard de personnes en live dans le monde. Ouais, et là, je parlais plus de. Parce que finalement, ce milliard, on peut l'atteindre sur des. Non, en live, tu as raison. C'est complexe. Non, on peut pas l'atteindre. En live, si tu trouves un mec qui a fait 1 milliard sur un live. Tu vois, je pense qu'aujourd'hui, on est à une époque où les personnes, quelle que soit la région du monde, on a plus souvent des téléphones portables avec Internet que une télévision qui a accès à des chaînes satellites ou du câble. Ouais. Donc, je pense que c'est pas déconnant si on arrive à. Si demain, la question c'est ça aussi, si demain c'est une seule chaîne YouTube qui a la licence, est-ce qu'on peut atteindre le 1 milliard de personnes en live sur une finale de Coupe du Monde? Peut-être. Si le niveau, honnêtement, va être très clair, si le niveau de finition est aussi bon que ce qu'il est aujourd'hui à la télé, et que tout le monde dit la finale elle est sur YouTube, tout le monde dira, parce qu'en fait, il y a certains événements, c'est pas la distribution qui fait la différence. La Coupe du Monde, elle drainera toujours du monde. Les JO, c'est ça le sujet de base, ils vont drainer du monde. Parce que c'est des événements qui, à mon avis, sont inscrits dans le patrimoine, tu vois, qui se transmettent de génération en génération. Je vais te donner un autre événement un peu moins gros, mais énorme quand même, et qui est à la télé. C'est le Tour de France, mec. Moi, personnellement, l'événement des boomers. Unpopular opinion, peut-être, mais je n'ai jamais compris pourquoi on regarderait le Tour de France. Cependant, parce que c'est une Madeleine de Proust, parce que mon grand-père le regardait et que quand j'étais petit, je le regardais à côté de lui, même si j'en avais rien à foutre. Je jouais avec mes cartes Pokémon, mais j'avais ça en fond. Il m'arrive de temps en temps de regarder 20 minutes, une demi-heure, machin, et donc évidemment d'être exposé à de la pub et de compter dans des viewers, machin, Génial. Et je n'aime pas pourtant, et je le sais, mais de temps en temps, c'est une petite Madeleine de Proust. Eh bien, je pense que les JO, Madeleine de Proust, honnêtement, les 3/4 des sports aux JO, c'est pas des sports, enfin, voire 90%, c'est pas des sports qui m'intéressent au quotidien. Je n'en ai aucune idée. Pour autant, tu vois, je vais regarder un truc de la France. Si la France peut gagner une médaille, je vais regarder parce que Madeleine de Proust, parce que habitude, parce qu'on va être en famille en août et que on va regarder le truc vite fait, tu vois. Et donc, je pense que tu auras toujours du volume indépendamment de la distribution. Si demain on dit la distribution elle est sur YouTube ou elle est sur Insta, si Insta se démerde pour les JO de 2028 à récupérer, tu vois, les droits de diffusion pour une raison, je ne sais pas laquelle, tout le monde ira sur Insta. Et donc, ma question, en fait, c'est simple, c'est qu'est-ce qui bloque soit un mec qui arrive à lever suffisamment de capitaux pour créer une chaîne YouTube, acheter les droits de la Ligue 1, par exemple, qui coûte des centaines de millions, et rediriger tout le monde vers cette chaîne, ou alors un MrBeast qui, lui, a déjà les revenus de créer des chaînes YouTube spécialisées là-dessus pour prendre des parts de marché considérables sur des contenus que l'on voit habituellement à la télé et vraiment participer à cette transition. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Est-ce que c'est juste une habitude de consommation de la part d'une certaine
catégorie de la population qui, en fait, aujourd'hui, sont habitués à la télé, restent à la télé, ne sont pas encore habitués, parce qu'il y en a plein encore parmi, je me rends compte, les plus de 50, 60 ans, ils ne sont pas forcément habitués au smartphone, ils ne sont pas forcément habitués à Internet, ils ne connaissent pas réellement les codes et où trouver leur programme favori. Est-ce que tu penses que du coup, c'est plus un problème générationnel? Les personnes ne sont pas encore habituées à, ou est-ce que tu penses que au-delà de la qualité que l'on peut avoir au-delà de la enfin, est-ce que tu penses que c'est plus un problème générationnel ou est-ce que tu penses que c'est plus un problème de tu m'as dit que c'est pas un problème de volume, donc c'est peut-être un problème aussi de qualité que l'on peut retrouver à la télé que l'on ne trouve pas aujourd'hui sur Internet. Ouais, je pense que tu as quand même une question de qualité. Tu vois, la télé, elle est plus fluide, elle bug pas, machin. Enfin, je pense que tu as une petite question de qualité. Tu as une petite question quand même de setup parce que je mets juste un mec de côté qui est MrBeast et on va revenir dessus après. Mais sinon, tous les autres youtubeurs, même les gros, enfin, un Squeezie, il n'a pas la force de frappe d'un TF1. Il va pas commencer. Enfin, tu vois, TF1, ils sont capables de te couvrir tout un stade, de faire passer des hélicos, des machins, des trucs. Et c'est pas juste, il est capable, peut-être que Squeezie est capable de le faire une fois pour le GP Explorer machin, mais là on parle de TF1, on parle de milliers d'employés avec des partenariats qui datent depuis 50 ans. S'il faut faire une caméra hélico, il claque des doigts, le lendemain elle est là. Je pense quand même que Squeezie, il n'est pas aussi bien staffé. Squeezie, même s'il gagne beaucoup d'argent et c'est top, il peut pas se permettre d'employer 1000 mecs. Je pense, j'ai pas ses comptes, mais je pense que c'est impossible. Tu vois. Non, mais ça, la problématique est différente parce que c'est une problématique de capitaux. Si demain, le mec, il va voir, il dit regardez ce que j'ai réussi sur YouTube, est-ce que vous pouvez me passer, je sais pas, des dizaines de millions pour que je recrute des centaines de personnes et que j'ai mon hélico qui permet Ah, mais c'est sûr. Et alors, c'est pour ça que j'ai mis, alors on va y venir, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est pour ça que j'ai mis quelqu'un de côté, c'est MrBeast. En fait, à mon avis, MrBeast, vu les volumes qu'il est en train de faire, je sais pas si tu as vu, MrBeast, il a sorti une vidéo il y a une semaine ou deux, je sais plus trop, avec des mecs qui l'enferment, tous les youtubeurs du monde, enfin pas tous les youtubeurs du monde, mais certains des plus gros youtubeurs du monde qui l'enferment dans une espèce de cage pour leur faire gagner $1 million. Bref, MrBeast vient de sortir une vidéo avec, dedans il y a Logan Paul, il y a KSI, il y a Speed, il y a Amixem, il y a Mastu en France, enfin, il y a plein de gros youtubeurs. Il les enferme dans une cage en verre, si tu veux. Le dernier qui sort, il y a des challenges à la con, machin, nanana, le dernier qui sort gagne $1 million. Voilà. Truc classique de MrBeast. Au moment de cette vidéo, Mastu et Amixem sont allés filmer dans les studios de MrBeast. Les studios de MrBeast, ça fait peur. C'est une ville entière avec des hangars qui font, je ne saurais pas te dire combien de mètres carrés, avec du matos, mais digne de studio hollywoodien, si tu veux. Lui, pour moi, la seule chose qui fait qu'il n'a pas encore fait ça, c'est que c'est pas encore dans sa roadmap, si tu veux, ou que ça y est peut-être plus tard, mais pour l'instant, il n'a pas atteint ce point-là. Mais lui, je pense qu'il est en capacité. Il emploie 200 personnes au moment où on se parle. Un équivalent CDI. Alors, on parle d'un truc américain, mais. Donc, ça veut dire qu'avec des freelances, si ça se trouve, il est déjà à 600 ou 800. Tu vois, on commence à se rapprocher de la taille d'une chaîne télé. Ces studios font peut-être 10 fois la taille des studios de TF1 ou de France 2. Je pense que lui, il est en capacité, en effet, de faire ce que tu dis. Les autres, en fait, certes, Squeezie pourrait aller lever 10 millions, 20 millions, mais est-ce que c'est son game? Je ne sais pas. MrBeast, je pense que vraiment, lui, il peut révolutionner les médias. Et lui, il peut c'est peut-être le seul mec actuellement capable de faire craquer la télé parce qu'il a à la fois l'audience gigantesque des réseaux sociaux et de l'autre côté, la capacité de prod d'un studio professionnel, enfin d'un studio de chaîne télé ou quasiment studio hollywoodien. J'exagère un peu, je pense que ça va être encore une autre dinguerie, les studios hollywoodiens, mais d'un gros studio en tout cas. Je pense, enfin, pour moi, la vraie menace du monde médiatique, pour tous les mecs qui ont un business model qui n'est pas la pure distribution, donc qui n'est pas Facebook, Instagram, machin, c'est MrBeast. Imagine, je suis d'accord avec toi. Je réfléchissais aussi à un modèle aujourd'hui. Dis-moi ce que tu en penses. Imagine une équipe qui décide de créer une chaîne d'actu en continu sur YouTube, sur tous les réseaux d'ailleurs live, ok. Là, la problématique que je vois immédiatement, c'est oui, mais pour couvrir tous les événements du monde, il faut avoir une équipe, des grosses équipes même. Mais Ouais. imagine de crowdsourcer ça
Et donc, du coup, en fait, ce que ferait la chaîne, le seul taf de la chaîne, c'est d'avoir des journalistes qui tournent sur le plateau. C'est tout. Et après, toutes les infos dans le monde, en fait, sont remontées par les personnes qui sont sur place, qui font presque de l'eau, enfin, de l'eau sainte, c'est plus regarder sur Internet, mais les personnes qui sont directement sur place. Et en fait, c'est comme des freelances qui prennent, justement, qui sont payés à l'info qu'ils envoient. Bien entendu, il va falloir que ce soit vachement vérifié, contrôlé, que l'info soit sûre. Donc ça permettrait de totalement crowdsourcer la chose et en plus de vachement mieux contrôler les coûts. Parce qu'on saurait combien on paye par info et donc après on saurait combien on doit amener de sponsors, donc que ce soit au niveau des ads YouTube qui à mon avis vont être très faibles ou alors que ce soit au niveau des partenariats commerciaux qui eux vont être beaucoup plus élevés pour être rentable. Mec, Et c'est donc, incroyable. on peut C'est couvrir incroyable. on peut couvrir la terre entière et on évite du coup les coûts immenses et les capitaux immenses à lever et on concurrence les chaînes d'infos en continu. Et je pense même qu'en plus, ils doivent payer cher, hein, dis-moi si je me trompe, hein, mais je pense qu'on doit payer cher pour posséder une chaîne. Donc pas sur YouTube, mais sur la télé. À mon avis, ça doit se coûter vraiment très cher pour dire, OK, je vais... Ouais. C'est une très bonne question. Je n'ai pas la réponse. Il faudra qu'on vérifie. Ça, c'est une très, très bonne question. Je ne sais pas te dire combien ça coûte de broadcast une chaîne. Et donc, en fait, on aurait en front la chaîne YouTube info en continu et en back une plateforme où des personnes en live vont faire remonter l'info. Limite, on peut automatiser la chose. OK, une bonne info qui est vérifiée immédiatement par l'IA, par exemple, par nos équipes qui sont, par nos équipes de fact-checkers, immédiatement vous débloquez de l'argent. Et limite, un coût par info de dingue, en mode OK, c'est une petite info, on vous file 10 euros. C'est une info incroyable, un peu comme les paparazzi aujourd'hui. C'est une info incroyable, on vous file un peu plus cher. Et donc aussi, pricer au niveau de la valeur de l'info, pricer aussi au niveau, est-ce que ça a été suffisamment fact-checké en amont ou pas. Et donc, ça permettrait de totalement déléguer la partie journalistique pour ne garder que la partie plateau et télévision. Non, mais c'est incroyable. Et en plus, enfin, l'idée est incroyable. Si je pense qu'on l'incube chez NBS, enfin chez NBS le sanctuaire, si jamais quelqu'un vient et nous dit comment on monte ça, on l'incube direct. Non mais blague à part, c'est incroyable pour plusieurs raisons. C'est incroyable parce que aujourd'hui, tu as aussi un truc qui est hyper important, c'est la défiance envers la presse, la défiance envers l'autorité, envers l'establishment. Et cette défiance, c'est une perte de confiance dans les médias et la presse. Et on dit souvent, oui, ce média, il est de droite, ce média, il est de gauche, ce média, il dit pas la vérité, là, c'est des fake news, là, c'est ci, là, c'est ça, là, c'est machin, là, c'est acheté par un milliardaire. Bref, tous les trucs que tu entends toute la journée, sur lesquels je prends pas position, enfin, on s'en fout, c'est pas le sujet. Par contre, le sujet, c'est de dire, imagine une chaîne, comme tu viens de la décrire, mais sur laquelle tu as un bout d'equity flottant, et tout le monde peut acheter 10 balles, 20 balles, 50 balles et être co-actionnaire de la chaîne. En gros, tu crowdsources le truc non seulement en termes de journaliste, donc n'importe qui peut devenir entre guillemets journaliste. Alors s'il dit de la merde ou qu'il dit des trucs factuellement faux, bah c'est non, c'est ciao. Par contre, s'il contribue à un truc en disant ok là les gars, un peu ce qu'on fait sur NBS en disant ce qu'on a fait sur des vidéos un peu difficiles entre guillemets comme celle des législatives, on a essayé de ne pas prendre parti en se disant, OK, posons-nous les vraies questions fondamentales, mettons cette réflexion pour que les gens puissent l'utiliser, et après, on prend, nous, un pas de recul. Parce que quelque part, c'est ça l'info, c'est de donner les informations le plus proche possible de la réalité, et après de prendre un pas de recul. Enfin, c'est comme ça que moi, je le conçois. Et après, chacun se fait son idée, chacun se fait son opinion, mais ça ne doit pas être pousser une opinion. Enfin, pousser une opinion, c'est un autre jeu qui peut être acceptable, mais une chaîne d'infos en continu, pour moi, c'est de dire, il y a ça à tel moment, voilà ce qu'on pense. Enfin, voilà ce qui semble être, pas ce qu'on pense, ce qui semble être la réalité. Bah, en fait, je me dis, on pourrait faire une chaîne totalement libre sur YouTube qui laisse les gens s'exprimer et qui appartient, entre guillemets, à tout le monde. Bon, on arrive sur un délire un peu Web3 Et décentralisé, mais. encore plus fort, avec une crypto qui lui est propre. Ouais, bah, je voulais pas en arriver là, mais tu as raison, oui. Histoire d'avoir un côté vraiment, c'est le petit peuple justement qui fait monter la chaîne et qu'en plus les premières personnes qui croient eh bien, vont avoir des retours sur investissement qui vont être fabuleux. Mais mec, c'est incroyable. C'est incroyable. Et tu peux créer comme ça un immense écosystème média ultra libre, en fait,
qui appartient à tout le monde. Et ouais, et qui permet à tout le monde aussi de participer. Et on le voit qu'il y a un besoin pour ça. Je vais te donner un exemple, c'est Hugo Décrypte. Hugo Décrypte, si on m'avait dit il y a 5 ans, il y a un mec qui va exploser sur le fait de faire de l'info, des résumés d'infos, j'aurais dit mais c'est n'importe quoi. Enfin, et surtout pas un influenceur comme ça, tu vois, du style à la limite qui est une chaîne YouTube qui reprenne des résumés d'infos et qui te les balance en mode, tu vois, monter sur des petites vidéos par IA avec des petits bouts de, tu vois, un peu de BFM, un peu de iTélé, un truc un peu pirate. Bon, good. Mais là, lui, il a réussi, tu vois, à se faire une place dans le paysage médiatique. Et bien joué à lui, à monter une équipe, enfin, à faire un truc nickel, quoi. Et je trouve que c'est un peu un ovni. Ce qui prouve qu'il y a de la place pour des nouvelles méthodes de consommation d'infos en continu. Mais ce qui est différent, par contre, attends, juste pour recentrer le débat, ce qui est hyper différent de couvrir des grands événements, au sens les couvrir pour les regarder. Les couvrir pour dire la France a gagné une médaille, c'est génial, c'est une chose. Les couvrir pour dire je te filme le 100 mètres dans de très bonnes conditions, ça c'est complètement un autre sujet et je pense que là il faut du temps avant de monter en qualité. Non, en fait, je suis pas si sûr parce que tu peux très bien aussi crowdsourcer la chose. Les personnes, ils ont leur carte de journaliste. Ils peuvent apparaître en live sur ce type de plateforme, sur ce type de chaîne en live, que si ils ont un matos qui répond aux exigences de qualité de la chaîne. Et puis voilà, quoi. Et puis voilà. Ouais, mais là le matos c'est autre chose. Parce que regarde, par exemple, pour te donner un ordre d'idée, pour filmer un match de foot, c'est pas juste t'as beau avoir la meilleure cam du monde, si tu la poses à un endroit, t'as pas le rendu. Il te faut la cam dynamique, mais la cam dynamique, il faut que tu ailles l'accrocher en haut du stade. Donc il faut les autorisations. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors il faut qu'il y ait quelqu'un qui filme. En fait, je ne sais même pas, pour être très honnête avec toi, je ne sais même pas exactement comment ça se passe. Je suppose que tu dois avoir une société qui filme et ensuite les autres achètent les droits à cette société pour recevoir en live le truc. Parce que sinon il y aurait, t'imagines, tous les médias et tous les pays, ce serait, les joueurs ne pourraient même pas, voir le. Ce que je sais, c'est que pour la Ligue 1, si tu veux, pour la Ligue 1, c'était Canal qui a installé tout le truc, tout le setup. Ok. Mais par contre, quand c'est la Coupe du Monde, je ne sais pas qui le fait. C'est peut-être une chaîne américaine ou tu vois une très grosse chaîne ou la chaîne du pays qui reçoit. C'est une très bonne question. J'en ai aucune idée. Peut-être qu'il y a moyen de s'arranger comme ça, tu vois. Mais en tout cas, c'est sûr qu'un média indépendant, libre, crypto-funded, moi j'y crois. Ouais, dont les infos sont hyper intéressants pour ça. Si, comme tu l'as dit, on ressent le débat un peu. Là aujourd'hui, il y a à peu près 8 milliards, près de 9 milliards qui ont été investis par la France pour que ce soit les coûts opérationnels ou les coûts d'infrastructure. De base, c'est 5 milliards de prévus, mais si on compare avec les autres pays doublent, voire triplent leur budget au cours de route. J'ai l'impression que la France a quand même réussi à vachement limiter les surcoûts. Les bénéfices attendus aujourd'hui sont entre 5 milliards et 11 milliards. C'est assez flou, sachant qu'en plus, il y a un certain nombre de billets qui n'ont pas été revendus et beaucoup de billets maintenant qui sont revendus à 2 fois moins cher. Des billets à 100 maintenant qu'on voit à 50 € par l'organisme directement et même pas sur le marché secondaire. Il manquerait, pour être très précis, hier, il semblerait qu'il y ait 3 millions de billets étaient encore non invendus. Ce qui me paraît énorme. Ce qui me paraît énorme aussi, mais c'est la stat qui est sortie. Ouais. D'après ce que j'ai vu, les JO généralement amènent de l'argent à la fois. En fait, à partir du moment où un pays est considéré comme, un pays, on sait qu'un pays va accueillir les JO. À partir de ce moment-là, normalement, c'est censé bénéficier au pays pendant les 10 à 15 années qui arrivent. Donc, c'est censé bénéficier sur le nombre de visites immédiates, et aussi sur bien la notoriété du pays et sur l'image sur la scène internationale. Bon. D'après les quelques datas que je suis allé chercher, juste sur cet été, eh bien, en fait, c'est assez mitigé les revenus supplémentaires qui vont être générés par les JO, au sens où il va y avoir beaucoup de touristes qui, habituellement, des touristes chinois notamment et américains notamment, un peu moins russes maintenant, qui avant, avec l'argent, venaient visiter et consommer énormément sur place. Ces touristes-là vont moins venir. Qu'ont des touristes qui vont avoir un peu moins de pouvoir d'achat,
qui vont venir sur place, mais qui vont aller moins dans les restaurants de luxe ou dans les restaurants tout court, qui vont moins consommer à gogo. Et donc, à ce qui paraît, ça pourrait vachement se compenser et ne pas y avoir, du moins pendant ces quelques jours de JO, un surplus économique réellement intéressant par rapport à d'autres étés. Bah oui, parce qu'en fait, nous, déjà, il y a un truc qu'il faut prendre en compte. On est le premier pays touristique au monde. Notre pays fait plus de 60 milliards d'euros de tourisme chaque année. Tout le temps. Qu'il y ait des JO, pas les JO, la Coupe du Monde, l'Euro, on s'en branle. On fait 64 ou 65 milliards. Et on est numéro un, je crois, depuis tout le temps. En tout cas, sur les 20 dernières années, on est numéro un. Je ne pense pas qu'on ait déjà été numéro 2. Le numéro 2 aujourd'hui, c'est l'Espagne, et ils sont loin. Ou alors, attends, excuse-moi, j'ai à vérifier, mais peut-être que nous, on fait 90 milliards et les Espagnols 60, mais on est loin devant, en tout cas. On est loin, loin, loin devant. On est loin devant les États-Unis qui à un moment étaient deuxième. On est vraiment le meilleur pays en tourisme au monde. C'est enfin, on est numéro un. Donc forcément, quand tu es numéro un et que tu l'es historiquement, bah, tu as moins à gagner d'une situation comme ça. Là, ce qu'on essaye de faire, c'est de continuer à faire rayonner la France. Et c'est bien, c'est normal. Mais c'est sûr qu'on ne va pas forcément y gagner beaucoup. En plus, en ce moment, bon, on a eu un problème avec les Russes, évidemment. On est dans un monde qui est quand même plus tendu, donc un peu moins enclin au tourisme. On a quand même une petite crise immobilière chez nous, donc le tourisme intérieur, je pense qu'il va vaguement ralentir. Il faut quand même être, à mon avis, assez clair là-dessus. Et en effet, tous ceux qui faisaient vraiment du tourisme de luxe ou ce genre de choses n'ont pas du tout envie de venir s'emmerder dans des métros bondés à Paris, tu vois, ou des rues bondées ou tout ça. Donc, à mon avis, à court terme, on va avoir soit flat, soit même une petite descente. Mais à moyen, long terme, je pense que déjà, la France va garder sa place de numéro 1 sur ce sujet. Et puis surtout, numéro 2, je pense que petit à petit, les JO vont, tu vois, faire parler de la France et des gens qui n'ont pas forcément envie de venir aux JO, mais ont revu la France, tu vois, dans l'imaginaire collectif, vont se dire, bon, bah, j'y vais. Est-ce qu'on va avoir un gain? Je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'on en souffre. Et je pense que petit à petit, sur une longue traîne, bah, ça va ramener de l'argent. Après, le problème des infrastructures des JO, c'est qu'il va falloir les gérer. Donc, elles risquent de coûter cher. On ne va pas détruire. Il y a des grosses piscines qui ont été construites, des aménagements de stades, des machins, des trucs. On ne va pas les détruire, quoi. Et est-ce qu'on va trouver moyen de les utiliser après? Je ne sais pas. Je ne sais pas, en fait, si, après réflexion, je ne sais pas si dans le cadre de la France, autre chose, autre que le côté marketing et le côté on accueille les JO, qui est quand même un message de paix, un message de, tu vois, de humaniste, un message de on se regroupe, un message de on fait des trêves par rapport à la violence, etc., qui ça est un message hyper important, surtout dans cette période-là. À part ça, je ne sais pas si on va beaucoup y gagner économiquement et en termes de tourisme et de dépenses, quoi. Déjà, en termes de logement, ils ont fait en sorte de rendre les JO français le plus éco-responsable possible. Donc, par exemple, tout ce qui va être les logements qui vont accueillir les délégations vont être réutilisés, pour une partie du moins, en tant que logements sociaux après. Donc, tout ça, ça va être réutilisé. Je crois il y a des stades qui ont été rénovés, qui vont être utilisés par les JO. Donc, dans tous les cas, c'était des stades qui étaient déjà utilisés. Ouais. Et cette histoire de piscine, je crois que j'avais vu qu'elle allait servir à d'autres choses après. À vérifier, bien entendu, c'est très approximatif ce que je dis là sur cette piscine. Mais l'une des priorités des organisateurs, c'était de dire ok, on va essayer d'être irréprochable sur ça parce que les autres années, les autres JO n'étaient pas forcément les plus parfaits sur cette question-là. Ensuite, la question c'est ok, là on a abordé finalement les retombées économiques sur le tourisme et aussi par rapport aux coûts qui ont été déployés, mais il y a va avoir des retombées économiques sur d'autres types d'activités, d'autres types de business, des business qui vont se créer d'ailleurs spécialement sur ça. Aussi des angles d'attaque qui vont permettre à des business qui n'ont rien à voir, mais de profiter des JO, de leur communication pour faire de l'argent. On sait très bien qu'à chaque événement, eh bien, à partir du moment où on arrive à faire des offres commerciales et qu'on arrive à les relier, à les rattacher à un événement spécifique,
eh bien, il y a une augmentation du pouvoir d'achat. Il y a d'ailleurs des marques aujourd'hui qui se sont spécialisées et qui ont créé des webinaires spéciaux pour les entreprises. En gros, c'est la formation d'entreprise pour leur expliquer comment profiter de cette offre pour faire de l'argent. Et ils vendent ça plusieurs milliers d'euros. Ils sont arrivés à faire pas mal de formations comme ça en entreprise. C'est des business qui marchent pas trop mal. On sait aussi qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont changer leur campagne publicitaire pour épouser cette période de fête, cette période de jeu, que ce soit dans leur créative, ou que ce soit dans leur message de vente, ou que ce soit dans leur offre promotionnelle. Oui, moins 40% parce que c'est les JO, allez-y, foncez. Ouais. En gros, tu vois. Et puis, on va aussi avoir des business annexes qui vont bien marcher, comme les personnes qui gèrent des Airbnb. L'immobilier, à mon avis, qui peut bien fonctionner, certains hôtels qui vont cartonner, peut-être même certains particuliers qui vont leur permettre de financer leurs vacances, très certainement en invitant des personnes, enfin en proposant de louer une chambre chez eux. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir des retombées directes et beaucoup de retombées indirectes derrière, mais qui vont être assez difficilement liées, enfin rattachées au JO. Ouais, tout à fait. Je vais même te donner une anecdote assez parlante. Nous, on est à Bordeaux, comme tu le sais. Enfin, voilà, ceux qui nous écoutent le savent peut-être pas, mais voilà, moi, je suis basé à Bordeaux. À Bordeaux, on a des mecs qui réservent pour les JO parce que c'est pas loin de prendre 2 heures de train pour aller à Paris. Donc, tu as de l'immobilier, des mecs qui vont être basés à Bordeaux. Et en fait, tous les matins et tous les soirs, ils se prennent un train. Je me dis, c'est un truc de débile. Pour moi, c'est un truc de débile. Mais pour un Japonais, bah, en fait, tu vois, ça le choque pas, quoi. C'est un truc tout à fait normal. Tu sais ce qui aurait pu être intéressant, dis-moi à quel point c'est viable, ça aurait été de louer un terrain pas si loin de Paris, tu vois, à 1 heure de Paris, une demi-heure de Paris. Tu loues un terrain, tu installes plein de tentes, un peu comme les festivals, tu installes plein de tentes et après tu mets toutes ces tentes sur Airbnb. Ou alors tu crées un site spécial JO, allez-y, ça va pas être cher et vous allez pas être loin. À la limite, tu loues des bus, ou alors tu demandes à des bus de venir et puis tu fais payer les bus aussi. Ouais. Et avoir créé un business entier sur bon, on va pouvoir profiter de l'afflux de touristes. Franchement, je suis sûr que ça peut marcher. Là où je ne maîtrise pas, et je pense qu'il doit y avoir quand même une petite douille, c'est, je suppose que tu as des règles qui t'empêchent de faire dormir 1000 personnes au même endroit, tu vois, sans des conditions de sécurité extrêmement complexes. Bah, quand tu vois les conditions dans lesquelles certaines personnes dorment dans les festivals, notamment les festivals de musique, enfin, je joue souvent à des festivals de musique, Ouais. tu te poses quand même des questions. Moi, je suis allé aux Ardentes en Belgique. Il y a de la boue partout, c'est de la pluie. Les tentes sont presque collées les unes sur les autres. Les conditions Ouais. assez soft. C'est vrai, je sais pas. Je me suis jamais posé la question. En plus, ça se trouve, tu peux foutre, si tu fous les tentes toi-même, tu vois, tu fous un peu des tentes de qualité, t'évites de les foutre en plein milieu de la boue, machin. Et puis, c'est que de la location. C'est que de la location. À mon avis, en termes de coût, c'est largement gérable. La location de terrain, location de tente, location de bus. Tu peux même leur proposer des sandwichs. Sandwich français à 15 € le sandwich. À 15 €, ouais. Et puis même aussi un pack de départ. Un pack de départ où tu leur mets une petite tour Eiffel, un petit guide de Paris, n'importe quoi. Tu vois, un pack global, une petite box à 20 €. Et je pense que tu peux créer un business avec une LTV intéressante, l'argent par client intéressant. Tu vois. Je pense que tu peux leur vendre pas mal de choses. Je pense que c'est possible. Encore une fois, le logement, je pense que c'est assez chiant. Par contre, tous les autres trucs, mais c'est sûr qu'il y a, tu vois, toutes les boutiques de souvenirs, machin, c'est sûr qu'elles vont exploser parce que quand tu viens au JO, d'autant plus, tu as envie de garder un petit souvenir, une petite connerie. Je pense que les marques de fringues de sport vont avoir un bump aussi. Je pense que tu vas avoir envie de t'acheter le maillot de ton équipe. Tu vas avoir envie d'acheter, j'en sais rien, tu vois, un ballon de foot, un ballon JO, Même un un ballon drapeau de français. volley, Un drapeau français. drapeau français ou autre d'ailleurs. Parce que ce que tu vas vendre, les gens qui vont venir et qui vont, tu vois, décider au dernier moment, je suppose qu'on va vendre certes des drapeaux français, mais des drapeaux de tous les pays en fait. Parce qu'il y a un mec qui va vouloir son drapeau allemand, il l'a oublié, ou alors, tu vois, il n'y a pas pensé, il voit un truc. Enfin, je suis à peu près sûr que tu peux acheter tout ça. Moi, tu vois, je suis allé voir un match de l'Euro là il y a un mois. Je suis allé en Allemagne à Düsseldorf pour voir un match de l'Euro. Bon, ben, on a acheté 2 t-shirts, tu vois, Germany 2024. On a acheté une écharpe, c'était France-Autriche, c'était le premier match. Une écharpe France-Autriche.
On a bouffé au resto 4 fois, enfin, tu vois, à chaque fois. Qu'est-ce qu'on a acheté d'autre? On a acheté un maillot de l'équipe de France qu'on a acheté là-bas. Donc, je sais pas comment c'est comptabilisé, je sais pas qui vend le truc, mais enfin bon, voilà, t'as compris le truc. Donc en fait, oui, tu as du revenu indirect bien plus important, je pense En tout cas, je mets de côté le côté luxe. Sur le touriste moyen, je pense que le touriste qui vient au JO va dépenser beaucoup plus que le touriste qui venait juste comme ça. Parce que dans les stades, il va avoir soif, il va se prendre 3 bouteilles de Powerade, parce que, tu vois, enfin, tout ce genre de trucs, quoi. Ok, intéressant. Les taxis, je pense qu'ils vont exploser. Uber, hein, surtout, très Ouais, certainement. Uber, enfin, quand je dis les taxis au sens large du terme, enfin, le transport au sens large du terme, les transports en commun, les mecs, ça va les faire chier s'il y a des dizaines de milliers de mecs, tout le monde est collé dans le métro, Mais déjà que c'est eux insupportable. aussi vont pouvoir se faire pas mal d'argent. Les billets, je sais pas si tu as suivi, mais les billets de métro et de RER ont doublé, Ouais, tout pendant cette période. tout à fait. Non, mais c'est intéressant de voir. Moi, pareil, ça fait partie des trucs. On fera un épisode follow-up dans 2 semaines en se disant, OK, combien ça a vraiment généré? Est-ce qu'on avait raison ou pas? Si ça se trouve, on va avoir totalement tort, il va y On va avoir des avoir donations totalement tort. Ouais. partout, des coûts énormes derrière. Ouais. C'est ça. Et puis Non, ça mais fait voilà, je pense que ça va quand même être une. Faut espérer, tu vois, que ce soit une belle fête. mmh. Il y a eu beaucoup de, tu vois, de critiques, de machin. Faut espérer que ce soit quand même sympa. Faut espérer que ça ramène du monde. Faut espérer que ça ramène de la visibilité à la France. Tu vois, on en a besoin. Encore une fois, l'écosystème économique est quand même un peu moribond. Faut que ça reparte. Et je pense que si les JO se passent bien, si on a quelques grosses levées, tu vois, on parlait de Biril la dernière fois. Je mélange des trucs qui n'ont rien à voir, mais tout ce genre de trucs, tu vois, c'est des trucs qui infusent du positif dans l'économie. Et je pense qu'il faut infuser du positif dans l'économie française et ça peut être un moyen de le faire. En fait, il faut espérer. Il y a beaucoup de gens qui critiquent, mais il faut espérer que ce soit une réussite. Ouais, on a tout à y gagner. Ce serait bien. On a tout à y gagner, en fait. En tout cas, épisode super intéressant. J'ai vachement bien aimé aussi les idées partagées. Carrément. On pourra peut-être faire même un épisode global complet sur l'idée du média. Ouais. Je pense qu'on verra ça arriver dans les prochaines années, honnêtement. Je pense. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Je connais pas la forme encore exacte, mais c'est sûr. C'est sûr. Et puis du coup, 2 follow-up qu'il faut que l'on fasse. Un follow-up sur, on l'a toujours pas, mais le prochain Premier ministre, voir l'impact économique Exactement. et financier de cette décision-là. Et puis les JO. Les JO, du coup, je crois que c'est du 26 juillet au 10 août. Donc on fera ça dans cette période. Ouais. Trop cool. Bah, écoutez, abonnez-vous. Très important. On a dépassé les 1000 abonnés. Très content de ce milestone. Génial. Et puis merci à tous de nous écouter et à la semaine prochaine. À la semaine pro.